Nous avons pour invité Siliane Larcher. Bonsoir. Bonsoir Bertrand Caruge, bonsoir à tous les auditeurs. Siliane Larcher, vous êtes martiniquaise, docteur de l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes philosophe de formation, donc docteur en philosophie politique. C'est comme ça qu'il faut dire, non? Expliquez. J'ai vraiment une thèse de sciences politiques, mais jusqu'à l'inscription en thèse, j'ai fait des études de philosophie, donc j'ai une double casquette, si on peut dire, ou plutôt un profil pluridisciplinaire en philosophie politique et en sciences politiques. Mais j'ai un doctorat de sciences politiques. Très bien. Donc, en tout cas, votre domaine de recherche, d'expertise, c'est la chose politique, la philosophie politique, si on peut dire. Alors, vous avez enseigné la science politique à l'université des Antilles Guyane. Ce que vous ne faites plus maintenant? Non. Depuis très récemment, je viens d'être recrutée au CNRS et en janvier prochain, je serai à Paris dans un laboratoire de l'université Paris 7 Denis Diderot. Très bien. En attendant de vous rendre à New York aussi, oui. on en parlera en fin d'émission puisque vous allez quitter la Martinique pour aller également enseigner aux États-Unis à New York, Siliane Larcher. Alors, vos recherches ont porté sur les transformations de la citoyenneté française à l'épreuve des colonies de la Caraïbe. Comment la citoyenneté en France s'est-elle un petit peu déclinée, avec notamment ces citoyens des Amériques, on va dire ça comme ça. Vous avez soutenu votre thèse en 2011, une thèse qui a reçu le prix 2012 de l'Institut des Amériques. C'est exact. Voilà, et pour terminer cette présentation, Siliane Larcher, cette thèse a donné lieu à un livre, à la publication d'un ouvrage, L'autre citoyen, qui a été publié aux éditions Armand Collin. Voilà, on a été complet pour cette présentation. Siliane Larcher, avec vous, on va parler de la citoyenneté telle qu'elle a évolué aux Antilles, donc en Guadeloupe et plus singulièrement en Martinique. On parlera évidemment beaucoup de la Martinique. Et puis la citoyenneté telle qu'elle est actuellement. Comment vous justement, fort de vos recherches, vous l'envisagez? Quand on parle de citoyenneté en Martinique, Siliane Larcher, il faut avoir à l'esprit que c'est un bien précieux pour nous, les descendants d'esclaves colonisés que nous sommes pour la plupart. C'est-à-dire que la citoyenneté, nous ne l'avons eue qu'en 1848, si on peut dire. Alors, l'écrasante majorité des Martiniquais, Guadeloupéens, des anciens esclaves, effectivement, ont eu le statut de citoyen en 1848. Mais, j'aime bien insister là-dessus, l'histoire de la citoyenneté française aux Antilles s'articule à celle de la citoyenneté française en métropole dès la période révolutionnaire. Je dis métropole parce qu'on est dans une relation coloniale à cette période. Et donc, il n'y a pas une histoire séparée, comme on a trop tendance à le penser, de la citoyenneté en France. Et puis une espèce de citoyenneté qui serait, elle, à la marge ou dans la cale du bateau, pour prendre une métaphore un peu provocatrice, mais plutôt des transformations de la citoyenneté française à l'épreuve du terrain esclavagiste, puis post-esclavagiste. Donc il y a une histoire longue et tourmentée avec des interruptions, des rétrocessions, notamment au libre de couleur. Et en 1848, là, effectivement, ce qui est neuf, c'est l'égalité radicale entre anciens esclaves, anciens libres de couleur appelés vulgairement mulâtres et les élites des colons. Alors, nous ne sommes pas là pour faire une émission d'histoire, nous n'allons pas rester longtemps sur le passé, mais c'est pour expliquer... Ça donne une armature. Ça donne une armature, et pour expliquer un petit peu comment les choses, justement, comment cette citoyenneté est vécue aujourd'hui, il faut quand même envisager comment elle a évolué. Dites-moi, en 1848, c'est vrai que c'est une citoyenneté qui a été donnée, octroyée par l'empire colonial français, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que c'était déjà parce que ce que les esclaves, quand ils se sont révoltés, effectivement, il y a eu des révoltes d'esclaves. Ce qu'ils voulaient avant tout, c'est la liberté. C'était pas tant la citoyenneté qu'ils réclamaient, même si c'était une forme d'égalité finalement avec le colon blanc, mais c'était avant tout la liberté. Est-ce que les Martiniquais d'alors avait ce terme à la bouche, j'ai envie de dire. Vous posez une excellente question. Tant ça pose des questions méthodologiques, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a une part d'octroi de l'État, de la Seconde République, qui effectivement écrit un décret qui décrète l'abolition, et puis qui, dans une circulaire à part, reconnaît l'exercice des droits électoraux. Mais les révoltes des esclaves après la connaissance en Martinique et en Guadeloupe de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen mobilise
pas forcément dans le vocabulaire que nous connaissons aujourd'hui pour parler de la citoyenneté, mais dans une imagination politique, mobilise l'idée de droit qui est incluse dans le fait que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne pense pas la liberté sans l'égalité. Quand les esclaves se mobilisent pour la liberté, ipso facto, c'est l'égalité qui est induite. Et derrière l'égalité, qu'est-ce qui est induit? Mais ils l'ont à l'esprit, oui. Ce qui est inscrit plus largement, et c'est là qu'on rencontre la notion de citoyenneté, c'est l'idée de droit. L'idée de droits fondamentaux de l'individu en tant qu'agent humain. Avoir les mêmes droits que les autres. Donc, derrière l'idée de droit, on rencontre la notion de citoyenneté. La définition minimale du citoyen, c'est quand même l'individu auquel on reconnaît un ensemble de droits, de prérogatives aussi, mais ça c'est le deuxième niveau, si on peut dire, mais c'est quand même l'élément minimal qui est derrière la notion. Donc, bien évidemment, les esclaves n'ont pas la notion en tant que telle, à la bouche. Il ne faut pas avoir l'idée, et c'est très bien qu'on ait la discussion ce soir, que la citoyenneté se réduise à une dimension uniquement statutaire. Il y a différentes manières de revendiquer des droits qui ne passent pas nécessairement par la chose juridique. Paradoxalement, revendiquer le droit à être reconnu, par exemple, c'est faire jouer une dimension philosophique de la notion de justice, de la notion de droit, sans forcément avoir en tête quelque chose de formalisé sur le plan administratif systématiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Alors après donc l'abolition de l'esclavage, donc il y a eu donc effectivement cette citoyenneté qui était là, qui se traduisait, même si tout le monde n'avait pas les moyens de savoir comment voter, évidemment, mais enfin, par principe, toute personne qui vivait en Martinique avait le droit de vote, pouvait voter, même si tout le monde... Sauf les femmes. Sauf les femmes, évidemment, c'est vrai. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien, c'est vrai. Donc, tous les hommes avaient le droit de voter, on va dire ça comme ça. Tous les citoyens masculins pouvaient voter, même si tout le monde n'exerçait pas ce droit de vote. Voilà. Alors, ça c'était effectivement... comment dirais-je, c'était par principe, ça existait. Maintenant, cette citoyenneté, dans sa mise en œuvre sociale et économique, ça a été beaucoup moins évident. Ça n'est pas allé de soi, effectivement. en quelque sorte. Là, ça a été même un long chemin semé d'embûches. Bien évidemment, et qui peut-être n'est pas tout à fait terminé. Là, on entre dans une deuxième acception de la notion de citoyenneté, qui est la citoyenneté sociale, c'est-à-dire l'ensemble des droits sociaux, sachant pourquoi ça a pris une telle... Sociale et économique. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de redistribution de terres, il n'y a pas eu de... le système économique est resté longtemps le même. Ce que je pense qu'il faut vraiment dire, c'est que ce qu'on entend classiquement chez les politistes ou même les philosophes par citoyenneté sociale, c'est-à-dire l'ensemble des droits sociaux, chez nous prend d'emblée un sens immédiatement politique. Je dis chez nous, peut-être même que j'exagère, parce que si on réfléchit aux luttes sociales des ouvriers en France au XIXe siècle, il y a quelque chose de commun quand même sur le plan des idées. Très vite, chez nous, la question politique est directement une question sociale, parce que c'est une question qui pose le problème d'une domination historique dans des rapports anciennement esclavagistes, qui, après l'abolition, deviennent des rapports de travail qui sont modifiés, qui ne sont plus des rapports esclavagistes, mais qui sont restés quand même des rapports de dépendance dans la relation de salariat, dans la relation de travail. Et la plupart des affrontements entre les groupes mettent en jeu cette question de la redistribution, d'une part, mais aussi la question de l'égalité socio-économique pour l'écrasante majorité. Et derrière l'égalité socio-économique, il y a aussi une idée dont on ne parle pas beaucoup chez nous, qui est celle d'émancipation. Pour des personnes qui n'avaient pas eu la liberté, qui avaient été esclaves, être émancipées, c'est être libérées de toute forme de tutelle, de toute forme d'entrave. Donc, les nouvelles relations de travail qui se nouent après l'abolition, qui accrochent les gens au travail de l'habitation, continuent à s'organiser sous cet angle-là, quand même, de la contrainte. Et donc, la question de l'émancipation reste centrale et va parcourir toutes les luttes sociales aux Antilles françaises, à mon avis, au moins jusqu'à la première moitié du XXe siècle, jusqu'à l'avant-guerre. Peut-être que dans les années 60, on entre dans un autre type de mobilisation sociale, mais de façon très nette,
En tout cas, jusqu'au début du XXe siècle, pour être peut-être plus restrictif, jusqu'au début du XXe siècle, les mobilisations en Martinique comme en Guadeloupe mettent en jeu cette question de la transformation des rapports sociaux nés de la société d'habitation. Alors, en même temps, elle est peut-être même pas complètement aboutie, cette affaire-là, parce que quand je disais qu'on on va pas rester, c'est pas une émission d'histoire, on va pas rester longtemps sur le passé, justement, aujourd'hui encore, en 2015, Sylviane Larcher, dans les discours politiques, dans les discours des principaux décideurs économiques et sociaux, on entend encore parler d'égalité réelle, qu'il faut atteindre l'égalité réelle, sous-entendu l'égalité réelle avec le reste, enfin notamment avec la métropole, quoi, avec l'hexagone, voilà. Alors... Et ça veut dire qu'on n'est pas encore complètement au bout du processus justement de citoyenneté complète, on va dire ça comme ça. Oui, ouais. Dans les discours auxquels vous faites allusion, on est on pourrait dire un troisième temps ou un troisième niveau de la conquête de l'égalité, qui là a des enjeux davantage institutionnels. Quand on parle d'égalité réelle, on sous-entend que un certain nombre de mesures prises en métropole, en France hexagonale, en France, ne sont pas appliquées en Martinique ou en Guadeloupe, ou que ce qui est valable là-bas ne l'est pas nécessairement ici. Et ça pose des problèmes de fond. Je vais prendre un exemple. Mais ça repose réellement sur une réalité ? Je pense qu'en fait, c'est subtil. Il y a une instrumentalisation, pour être très franche. Et là, je suis aussi... Par rapport à cette notion d'égalité réelle ? Oui, je vais être un peu critique quand même sur certains discours vous êtes là pour qu'on ça aussi. entend. Bien sûr. Il y a une instrumentalisation chez nous, finalement, de l'héritage colonial, où effectivement, il continue à subsister en France, dans les discours de la classe politique métropolitaine, des représentations empreintes de ce passé colonial. Je pense à des débats que nous avons connus en 2012, je crois, ou 2013, entre monsieur le président du conseil régional et député, et à l'époque, donc c'était avant l'élection de François Hollande, et Claude Guéant, où clairement la question du colonial était présente. Bon, ça c'est pour donner un exemple très spectaculaire. Mais quand on entend de la part des agriculteurs récemment que des mesures sont prises en France et on ne les prend pas en compte, certainement, je ne connais pas assez la question, mais on a l'impression dans le même temps, d'une espèce de mouvement qui s'est arrimé sur une initiative qui a eu lieu à 8000 km, et puis paf, on s'engouffre et on dit mais attendez, faut savoir, on est français ou pas. Or, au même moment, on ne les a pas vus, les agriculteurs, dans la rue. Je suis un peu dure avec eux, mais c'est aussi ça, la citoyenneté. C'est, pour être un peu provocatrice, c'est pas arrivé ça n'est certainement pas arrivé après. C'est être là aussi pendant. Il aurait fallu que ce soit idéalement simultané, quoi. Si ça ne l'était pas, je ne dis pas du tout qu'il faut que nous soyons toujours au tempo de ce qui se passe en France, mais je veux dire, on aurait dû entendre peut-être un certain nombre de revendications en amont. Alors, parce que je suis l'actualité, ils ont dit qu'ils ont fait connaître leurs revendications bien avant, ils ont fait connaître les problèmes spécifiques qui étaient les leurs, ils ont essayé de rencontrer les élus. C'est sur la forme, ce côté un peu spectaculaire, où il fallait aller bloquer, il fallait tout au moins. Dans le discours, et dans le discours, il y a une facilité à vouloir finalement jouer avec le discours qui consiste à dire mais on n'est pas traité comme égal, et en même temps de l'autre côté à revendiquer des mesures tout à fait spécifiques au nom de la particularité locale. Alors, donc c'est très compliqué en fait. On va revenir sur cet aspect qui tiraille peut-être un petit peu aussi les sociétés antillaises, entre d'une part continuité territoriale, égalité réelle, vouloir appliquer systématiquement ce qui se fait dans l'Hexagone ici, mais en même temps à vouloir parler de spécificité, de terres d'exception que nous sommes en même temps aussi. Mais nous allons y revenir. Simplement ce que je voulais, parce que vous avez dit justement que parmi la classe politique française, il y a encore des représentations un peu coloniales sur les Antilles, etc. Cette citoyenneté particulière, à bien des égards aux Antilles, est-ce que c'est pas aussi un modèle que la France pourrait regarder, dont elle pourrait même s'inspirer pour sa problématique d'aujourd'hui ?
parce que la France, elle est questionnée aussi par cette dimension d'une citoyenneté, on dira, multiculturelle, multi-ethnique même. Voilà, c'est ça, tout en faisant partie de ce pays. Alors, la France, je ne vais peut-être pas dire de la nation, parce que tout le monde... Mais enfin, voilà. Mais... Donc est-ce que c'est... Voilà. Sous un certain angle, en fait, la France, comme le pays et l'État qu'on appelle la France, qui se conçoit dans la forme État-nation, ne se conçoit sans doute pas comme étant un État multiculturel, pluriel, et ça, depuis longtemps, même si on a des discours depuis un peu plus d'une vingtaine d'années autour de la diversité, etc. Il n'y a pas très longtemps, parce que je travaille sur d'autres questions, j'étais en train de lire, en fait c'est le livre qui est à côté de moi, un livre d'une anthropologue française qui travaillait sur la France, mais avec une comparaison avec la Grande-Bretagne. Vous pouvez citer le livre Oui, ça s'appelle « Communauté, nationalité et citoyenneté » de Catherine Neveu, qui est une anthropologue dont j'aime beaucoup le travail. Enfin, je m'intéresse beaucoup à ce qu'elle fait, et elle écrit que, en quelque part, la France en Europe est sans doute le pays plus que les autres où la construction de l'État-nation a été l'objet d'une obsession, d'un travail important de l'administration, de l'État, à travers l'école, par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'idée que une large majorité de la population française se pense uniquement dans ses frontières hexagonales est presque un lieu commun. Aujourd'hui... mais justement, Sylviane Larcher... Donc, ce que je veux vous dire... Voilà, parce que moi, ma question initiale, c'est s'ils tournaient leur regard un peu plus vers les Antilles, vers la Réunion, est-ce qu'ils ne verraient pas ce que sera la France peut-être dans 10, 15, 20 ans, vous voyez ce que je veux dire où des religions se côtoient. À la Réunion, il y a islam, hindouisme, christianisme, protestantisme, etc. Je vais répondre de deux manières. Voilà. Premièrement, pareil aux Antilles, dans cette idée que nous avons souvent de dire que nous serions un modèle que la France devrait regarder, j'entends notre quête de reconnaissance systématique qui consiste à vouloir que ce qu'un psychanalyste qui s'appelle Jacques André appelle la métropole, notre volonté de vouloir toujours être regardé par la France et finalement notre difficulté aussi à ne pas faire autre chose que regarder cette relation systématique que nous avons. Regarder si la France nous regarde. Oui, et puis nous aussi, regarder la France systématiquement aussi, parce que nous oublions dans ce face-à-face d'inventer notre lieu par des voies complètement inimaginables, inanticipées, etc., enfin complexes. Donc il y a ça d'une part, mais là où je vous rejoins, et je répondais à votre question, il y a une difficulté qui est ancienne, et c'est ça que je veux dire, en France, à penser la France dans sa dimension plurielle. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, la réalité, quelle est-elle ? Effectivement, l'État qui s'appelle la France ne se réduit pas à ses frontières hexagonales depuis fort longtemps. Donc, il est pluriel depuis fort longtemps. Il est multiculturel, non pas au sens philosophique du terme, parce que le multiculturalisme, c'est tout un ensemble de théories. Bon, donc on va dire dans une acception molle, il est multiculturel depuis fort longtemps, mais les Français ne se pensent pas encore comme ça. Et quand ils veulent bien se penser comme ça, c'est souvent sous une forme un peu, je dirais, cosmétique ou gadget. C'est le discours de la diversité, c'est les Antillais dans le sport, c'est tel ministre de la diversité qui obtient une promotion. Enfin, c'est sous cet angle-là. Mais il n'y a pas une réflexion majeure sur le lien social en France qui pourrait permettre l'expression d'un ensemble d'appartenances culturelles diverses. Ça pose... En fait, la majorité française est questionnée là-dessus. Et c'est ça qui la dérange. Alors, on ne va pas prolonger parce que le temps nous manque sur... cet aspect de la question. Je voudrais revenir on y a fait allusion tout à l'heure, à justement la manière dont cette citoyenneté est vécue de manière un peu, je disais, tiraillée, peut-être même, en tout cas certainement complexe, peut-être paradoxale, avec à la fois pour aussi bien la population que les dirigeants politiques, de réclamer en même temps de la continuité territoriale, de l'égalité réelle, etc., d'être traité d'égal à égal finalement par la métropole entre guillemets, et puis à revendiquer aussi très fermement, en même temps, simultanément,
de la spécificité, que nous sommes des terres d'exception, que nous ne sommes pas tout à fait français comme les autres. Bon, voilà quoi. Alors, comment voilà. Et est-ce que ça ne crée pas un tiraillement, une désorientation sur la notion de terre d'exception? Terre d'exception sous-entendrait que nous serions des terres de dérogation à la norme générale. Et je crois que lorsque nous demandons la reconnaissance de spécificité, c'est pas tant de l'exception au sens de la dérogation ou quoi qu'il y a, ça existe la dérogation. Alors attendez. Au sens fort, je veux dire, commune, oui, je veux dire au sens fort, l'idée que, en gros, nous serions des États où le droit ne serait pas applicable. Je ne crois pas que c'est ça que nous voulons dire lorsque nous disons ça. Au sens fort, c'est pas ça. Entendu. Nous pouvons, j'entends effectivement, et ça existe depuis fort longtemps, tout un ensemble de mesures qui sont applicables chez nous et qui ne sont pas. Certains qui parlent d'adaptation, par exemple. Bon, on peut dire ça. Mais si on remonte dans le temps, le premier projet formalisé de 1890 de 2 parlementaires martiniquais et guadeloupéens qui allaient inspirer la pensée de la loi de 1946, 50 ans quasiment après, envisageait ce qui s'appelait à l'époque assimilation, c'est-à-dire l'application du droit commun aux colonies, avec la prise en compte de la réalité géographique, démographique, sociale et culturelle des Antilles. Ça n'apparaissait pas comme une contradiction pour ces hommes-là. Et je crois qu'en quelque part, sans s'en rendre compte, les élus d'aujourd'hui sont porteurs de tout cet imaginaire-là sans même le savoir. Donc, il y a l'idée que c'est pas si contradictoire que ça. Pour eux, je pense que c'est pas si contradictoire. Le problème qui se pose quand même à nous et aux élus, c'est que nous vivons dans un cadre juridique qui est quand même assez rigide quand même, et dont il nous faut tenir compte. Et alors, par tenir compte, j'ai pas forcément de solution, mais je veux dire, je crois qu'il faudrait que les élus aient un peu le courage d'expliquer ou tout au moins d'ouvrir un débat avec la population sur ce que collectivement on souhaiterait, qu'est-ce qui est envisageable, qu'est-ce qui ne l'est pas, que voulons-nous construire, que pouvons-nous proposer, et plutôt que d'être uniquement dans la pure imagination, concrètement, comment allons-nous nous y prendre, quelle voie juridique on peut envisager ou pas. Très bien. Alors, comme il nous reste à peine 10 minutes d'émission, vous m'avez tendu la perche pour glisser un peu à ce qui se passe actuellement, la situation actuelle et les perspectives avec notamment donc la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique. Mais tout de même, dans une interview récente qui a été publiée dans France Antilles, c'était le 28 août, vous n'avez pas été tendre avec le personnel politique antillais. Je vous cite Sylviane Larcher. On rappelle que vous êtes notre invité et que vous êtes docteur en sciences politiques. Voilà, vous êtes docteur en sciences politiques. Alors, vous dites, bien qu'ils jouissent de responsabilités politiques dans un ordre juridique bien plus égalitaire, aujourd'hui, maintenant, eh bien, vous n'êtes pas sûr, c'est ce que vous dites, je ne suis pas sûr que les politiques et même la société civile, tiens, vous reprenez le terme, puisqu'on va en parler tout à l'heure, se saisissent pleinement des outils à disposition pour assumer entièrement les responsabilités locales, des responsabilités locales. Alors, voilà. Alors, on a des responsabilités politiques, mais c'est pas, je sais pas. Comment interpréter ce que vous dites là ? Nous sommes pas pieds et mains liés, contrairement à ce que parfois on peut entendre. Nous avons des espaces d'initiative qui sont quand même possibles. Un certain nombre, je vais prendre un exemple par l'absurde. Un certain nombre de décisions aberrantes sont prises sans que nous n'ayons, sans qu'elles ne soient, je veux dire, par nos décideurs, sans qu'elles ne soient l'objet simplement d'une influence extérieure. De nos propres initiatives, nous prenons parfois des décisions qui vont à l'encontre, même peut-être de ce qui pourrait être profitable à telle ou telle partie de la population. Je ne vais pas donner d'exemple précis pour pas donner l'impression que je veux cibler telle ou telle équipe. Vous ne voulez pas vous montrer partisane. Voilà. Ouais. Mais on peut en trouver. Donc, je ne crois pas que la classe politique soit complètement démunie quant à ce qu'elle peut faire pour gérer la situation. Mais vous dites que ce personnel politique
ne se saisit pas, et la société plus largement, par extension, ne se saisit pas pleinement des outils à disposition. Mais c'est quoi? C'est une volonté? C'est parce qu'ils n'ont pas conscience? C'est quoi? Ils sont timorés? C'est une... C'est plus complexe. C'est plus complexe. Qu'est-ce qui explique ça? C'est plus complexe. Je crois que la classe politique et mon reproche était effectivement d'abord adressé à la classe politique, mais quand même aussi, je profite du fait d'être là, aux intellectuels. Oui, parce que mais ce que je vais dire. Attendez, vous allez dire, vous dites. Alors, il faut clarifier l'horizon politique collectif que l'on veut se donner. Mais au moins qu'il y ait du débat là-dessus. Finalement, à défaut de le faire, vous dites, nous assistons à une défaite de l'élite politique pour aider les Martiniquais à clarifier l'horizon politique. Alors ça, c'est toujours pour les politiques. Et les élites intellectuelles qui auraient dû susciter la réflexion sur l'état de la société, les élites intellectuelles sont en perte de souffle. Oui. Bon. C'est ce que vous dites, je vous cite. Là. Oui, mais enfin, c'est ce que je pense, en tout cas. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est ce que je pense. Et cette opinion, elle est née d'un certain nombre de temps passés en Martinique, à observer quand même la manière dont la vie politique se déroule. Je suis un peu dure, mais je trouve pas vraiment qu'il y a une vie intellectuelle particulièrement stimulante en Martinique. Vous parlez de crise des élites, oui, crise des élites en Martinique, je pense profondément. Crise de la pensée sociale et politique. Quels sont, à part nos grands écrivains, depuis la mort d'Édouard Glissant, quelles sont les grandes idées qui sont débattues régulièrement, mais de manière profonde? Je ne parle pas des querelles de personnes auxquelles nous assistons régulièrement. Pour revenir à la question du politique et des citoyens, je m'étonne je m'étonne plus tellement que la relation à l'électeur se réduise beaucoup à sa dimension clientéliste, à sa dimension de promesse. Il y a toujours cette façon de se positionner comme étant un pourvoyeur, finalement qui crée, je crois, une illusion du côté des citoyens qui consiste à penser qu'un élu va faire pour eux. Les élus ne font pas ci, les élus ne font pas ça, parce que les élus eux-mêmes, dans leur discours... C'est une manière d'infantiliser un petit peu la population, se positionnent comme étant ceux qui vont pouvoir débloquer tout un certain nombre de situations. Mais je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, parce que tout en étant critique, je me rends aussi compte qu'il y a une forme de vitalité démocratique en Martinique. Quand, fatigué de constater que les élus sont défaillants sur un certain nombre de questions, je constate quand même des manières pour les gens de s'organiser. On va y venir. Tout à fait. Qui ne passe pas par la voie institutionnelle ou la voie électorale, mais qui passe, par exemple, un exemple tout bête. La question des sargasses, de l'environnement, a suscité des organisations des habitants dans les régions, dans les communes concernées. Je pense à un exemple un peu plus ancien du côté du chantier de la Pointe-Simon où on a l'Alto Lumina en construction. Vous avez eu, et ça m'a frappé ça, un ensemble de locataires de l'immeuble qui sont juste en face, qui ont mis des morceaux de leurs vêtements de couleur jaune et orange aux fenêtres. C'est quelque chose de très prosaïque, c'est de l'ordre de la citoyenneté. Pour quelle raison c'est de l'ordre de la citoyenneté? C'est de l'ordre de l'expression qui consiste à dire il y a un droit qui est le nôtre, c'est-à-dire la manière dont nous organisons l'espace urbain, dont nous vivons dans ces lieux-là, qui n'a pas été pris en compte. Ce droit-là n'a pas été pris en compte par ceux qui sont censés s'occuper de notre vie, dans notre vie collective, en l'occurrence les élus de la municipalité et des collectivités locales. Ça relève de la citoyenneté. C'est une manière pour les citoyens d'alerter les élus. Ça n'a pas... c'est passé comme ça. Et tout le temps. Ça se passe comme ça. Alors, Sylviane Larcher, peut-être que justement cette attitude, cette infantilisation, selon ce que vous dites, il y a une forme d'instrumentalisation du citoyen et d'infantilisation du côté du citoyen. Il y a aussi une sous-estimation de son propre pouvoir. De sa capacité, de son propre pouvoir. Alors, de temps en temps, il s'en saisit, c'est très intéressant, mais parfois, on se dit, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe? Alors, je parlais des perspectives à l'aune un peu de l'élection à la CTM. Alors, il ne s'agit pas de parler de la campagne, mais de dire justement qu'il y a des formes, on l'entend de plus en plus, d'expression citoyenne. Il y a des velléités, et même il y a même des politiques qui ont l'air de se sortir du cercle du personnel politique pour aller rejoindre le cercle citoyen. On entend des termes et on a tendance à opposer maintenant société civile
aux autres, comme si les politiques seraient une société à part, qui serait pas civile, un peu comme le corps militaire, le corps religieux. Et ben il y aurait le corps politique avec ses réseaux, etc. Et est-ce que c'est pas ça qui explique justement cette nouveauté qui est un peu chez nous en termes de ça dit deux choses. Ouais. Une chose, ces listes citoyennes, cet appel à l'initiative citoyenne, que j'ai remarqué, que je trouve très intéressant à suivre, à observer. Ça dit deux choses. Une chose classique, qui est celle de la crise de la représentation qu'on voit dans les grandes sociétés. On voit ça en Europe, on voit ça aux États-Unis, on voit ça même en Inde. Donc vous avez une crise de la représentation politique qui est un phénomène quand même maintenant commence à être installé et qui interpelle des sociologues, des anthropologues et des politistes. Et donc la Martinique n'y échappe pas avec des formes spécifiques parce que ça fait quand même très longtemps que la question de la représentation politique est compliquée chez nous. L'abstention électorale doit nous inviter à réfléchir aux autres années, formes elle est à chaque fois de plus en plus se forte. considérer comme représentés politiquement en Martinique ou en Guadeloupe. Donc ça c'est pour le premier diagnostic. Et puis il y a un deuxième qui me semble intéressant, c'est peut-être de cette lassitude du jeu électoral classique qui donne l'impression peut-être d'être confisqué par un certain nombre ou de reproduire les mêmes mécanismes. Et là, par contre, j'ai pas fait d'enquête, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose des événements de 2009 qui sont restés quand même dans l'imaginaire politique d'aujourd'hui, qui consiste à considérer que le politique doit passer par d'autres canaux. Et l'idée des listes citoyennes me semble non pas être directement liée aux événements de février, mais je veux dire, quelque chose a existé, a pris forme, une espèce de poussée dans la revendication politique distincte de celle du canal formalisé des partis et des acteurs institutionnels. De maturation qui a eu. Il y a quelque chose, en tout cas, qui a laissé penser qu'une autre voie d'expression politique était possible et qui essaye d'être investie aujourd'hui. Alors, dans ce jeu-là, vous avez toutes sortes de personnes. Vous avez des élus qui essaient de ne plus tout à fait être complètement élus et qui vont chercher des personnes novices en politique. Et puis vous avez des gens qui, eux, ne sont pas des professionnels de la politique et surtout qui n'appartiennent pas à des partis et qui décident que la politique doit venir d'initiatives plus directes, plus locales, ou enfin à petite échelle, on va dire. Alors l'avenir dira si effectivement ça peut donner une nouvelle étape de la citoyenneté, de la façon dont on vit la citoyenneté en Martinique. Il y a fort à penser, quels que soient les résultats, très rapidement, parce que je voudrais que vous nous parliez de votre départ pour New York. La présence de la nouvelle collectivité d'ici quelques mois va quand même avoir des effets sur la reconfiguration des oppositions politiques chez nous, je pense. Très bien. Merci Sylviane Larcher. Juste, vous nous disiez, vous partez à Paris, mais aussi à New York. Je crois que vous allez enseigner à l'université de New York. Oui, je vais enseigner à l'université de New York. Je vais à New York University faire un cours sur la notion de postcolonialité aux Antilles françaises.